Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. J'espère que tu vas merveilleusement bien. On se retrouve ce soir pour la suite de la lecture chuchotée de La machine à explorer le temps. Alors il reste 4 chapitres, mais je pense qu'on va pouvoir les terminer ce soir, car j'ai regardé et ils sont très courts. Il y a une vingtaine de pages, je crois. Alors c'est parti. Chapitre 13. La trappe du sphinx blanc. Le matin, vers 8 ou 9 heures, j'arrivai à ce même siège de métal jaune, d'où, le soir de mon arrivée, j'avais jeté mes premiers regards sur ce monde. Je pensais aux conclusions hâtives que j'avais formées ce soir-là, et je ne pus m'empêcher de rire amèrement de ma présomption. C'était encore le même beau paysage, les mêmes feuillages abondants, les mêmes splendides palais, les mêmes ruines magnifiques et la même rivière argentée coulant entre ces rives fertiles. Les robes gaies des Héloïses passaient ici et là entre des arbres. Quelques-uns se baignaient à la place exacte où j'avais sauvé Wina, et cette vue raviva ma peine. Comme des taches qui défiguraient le paysage, s'élevaient les coupoles au-dessus du puits, menant au monde souterrain. Je savais maintenant ce que recouvrait toute cette beauté du monde extérieur. Très agréablement s'écoulaient les journées pour ses habitants, aussi agréablement que les journées que passe le bétail dans les champs. Comme le bétail, ils ne se connaissaient aucun ennemi, ils ne se mettaient en peine d'aucune nécessité, et leur fin était la même. Je m'attristais à mesurer en pensée la brièveté du rêve de l'intelligence humaine. Elle s'était suicidée. Elle s'était fermement mise en route vers le confort et le bien-être, vers une société équilibrée, avec sécurité et stabilité comme mot d'ordre. Elle avait atteint son but, pour en arriver finalement à cela. Un jour, la vie et la propriété avaient dû atteindre une sûreté presque absolue. Le riche avait été assuré de son opulence et de son bien-être, le travailleur de sa vie et de son travail. Sans doute, dans ce monde parfait, il n'y avait eu aucun problème inutile, aucune question qui n'eût été résolue, et une grande quiétude s'était ensuivie. C'est une loi naturelle trop négligée. La versatilité intellectuelle est le revers de la disparition du danger et de l'inquiétude. Un animal en harmonie parfaite avec son milieu est un pur mécanisme. La nature ne fait jamais appel à l'intelligence que si l'habitude et l'instinct sont insuffisants. Et il n'y a pas d'intelligence là où il n'y a ni changement, ni besoin de changement. Seul, on part à l'intelligence les animaux qui ont à affronter une grande variété de besoins et de dangers. Ainsi donc, comme je pouvais le voir, l'homme du monde supérieur avait dérivé jusqu'à la joliesse impuissante, et l'homme subterranéen jusqu'à la simple industrie mécanique. Mais à ce parfait
état, il manquait encore une chose pour avoir la perfection mécanique et la stabilité absolue. Apparemment, à mesure que le temps s'écoulait, la subsistance du monde souterrain, de quelque façon que le fait se soit produit, était devenue irrégulière. La nécessité qui avait été écartée pendant quelques milliers d'années revint et reprit son œuvre en bas. Ceux du monde subterranéen étant en contact avec une mécanique qui, quelque parfaite qu'elle ait pu être, nécessitait cependant quelques pensées en dehors de la routine, avait probablement conservé, par force, un peu plus d'initiative et moins des autres caractères humains que ceux du monde supérieur. Ainsi, quand ils manquèrent de nourriture, ils retournèrent à ce qu'une antique habitude avait jusqu'alors empêché. C'est ainsi que je vis une dernière fois le monde de l'année 802 701. Ce peut être l'explication la plus fausse que puisse donner l'esprit humain. C'est de cette façon néanmoins que la chose prit forme pour moi, et je vous l'avoue, et je vous la donne comme telle. Après les fatigues, les excitations et les terreurs des jours passés, et en dépit de mon chagrin, ce siège d'où je contemplais le paysage tranquille, baigné d'un chaud soleil, m'offrait un fort, agréable repos. J'étais accablé de fatigue et de sommeil, si bien que mes spéculations se transformèrent bientôt en assoupissement. M'en apercevant, j'en pris mon parti, et m'étendant sur le gazon, j'eus un long et réconfortant sommeil. Je m'éveillai un peu avant le coucher du soleil. Je ne craignais plus maintenant d'être surpris, endormi par les Morlocks, et me relevant, je descendis la colline du côté du Sphinx blanc. J'avais mon levier dans une main, tandis que l'autre jouait avec les allumettes dans ma poche. Survint alors la chose la plus inattendue. En approchant du piédestal du Sphinx, je trouvai les panneaux de bronze ouverts. Ils avaient coulissé de haut en bas le long de glissières. À cette vue, je m'arrêtai court, hésitant à entrer. À l'intérieur était une sorte de petite chambre, et dans un coin surélevé se trouvait la machine. J'avais les petits leviers dans ma poche. Ainsi, après tous mes pénibles préparatifs pour un siège du Sphinx blanc, j'étais en face d'une humble capitulation. Je jetai ma barre de fer, presque fâché de n'avoir pu en faire usage. Une pensée soudaine me vint à l'esprit, tandis que je me baissais pour entrer. Car, une fois au moins, je saisis les opérations mentales des Morlocks. Retenant une forte envie de rire, je passai sous le cadre de bronze et m'avançai jusqu'à la machine. Je fus surpris de trouver qu'elle avait été soigneusement huilée et nettoyée. Depuis, j'ai soupçonné les Morlocks de l'avoir en partie démontée pour essayer à leur vague façon de deviner son usage. Alors, tandis que je l'examinais, trouvant un réel plaisir rien qu'à toucher mon invention, ce que j'attendais se produisit. Les panneaux de bronze remontèrent et clorent l'ouverture avec un heurt violent. J'étais dans l'obscurité, pris au piège. Du moins, c'est ce que croyaient les Morlocks, et j'en riais de bon cœur tout bas. J'entendais déjà leurs petits rires murmurant, tandis qu'elles s'avançaient. Avec beaucoup de calme, j'essayais de craquer une allumette. Je n'avais qu'à fixer les leviers de la machine et disparaître comme un fantôme. Mais je n'avais pas pris garde à une petite chose. Les allumettes qui me restaient étaient de cette sorte abominable qui ne s'allument que sur la boîte. Vous pouvez vous imaginer ce que devint mon beau calme. Les petites brutes étaient tout contre moi. L'une me toucha, les bras tendus et les leviers dans la main. Je fis place nette autour de moi et commençai à m'installer sur la selle de la machine. Alors une main se posa sur moi, puis une autre,
J'avais à me défendre contre leurs doigts, essayant avec persistance de m'arracher les leviers et à trouver en tâtonnant l'endroit où ils s'adaptaient. En fait, ils parvinrent presque à m'en arracher un, mais quand je le sentis me glisser des mains, je n'eus, pour leur avoir, qu'à donner un coup de tête dans l'obscurité. J'entendis résonner le crâne du Morlock. Ce dernier effort était, pensai-je, plus sérieux que la lutte dans la forêt. Mais enfin, le levier fut fixé et mis au cran de marche. Les mains qui m'avaient saisi se détachèrent de moi. Les ténèbres se dissipèrent et je me retrouvai dans la même lumière grise et le même tumulte que j'ai déjà écrit. Chapitre 14. L'ultime vision. Je vous ai déjà dit quelle sensation nauséeuse et confuse donne un voyage dans le temps, et cette fois j'étais mal assis sur la selle, tous deux côtés, et d'une façon peu stable. Pendant un temps indéfini, je me cramponnais à la machine qui oscillait et vibrait, sans me soucier de savoir où j'allais. Et quand je me décidai à regarder les cadrans, je fus stupéfait de voir où j'étais arrivé. L'un des cadrans marque les jours, un autre les milliers de jours, un troisième les millions de jours, et le dernier les centaines de millions de jours. Au lieu d'avoir placé les leviers sur la machine arrière, sur la marche arrière, je les avais mis sur la marche avant. Et quand je jetai les yeux sur les indicateurs, je vis que l'aiguille des milles tournait vers le futur, aussi vite que l'aiguille des secondes d'une montre. Pendant ce temps, un changement particulier se produisait dans l'apparence des choses. Le tremblement gris qui m'entourait était devenu plus sombre. Alors bien que la machine fût encore lancée à une prodigieuse vitesse, le clignotement rapide qui marquait la succession du jour et de la nuit et indiquait habituellement un ralentissement d'allure revint d'une façon de plus en plus marquée. Tout d'abord, cela m'embarrassa fort. Les alternatives de jour et de nuit devinrent de plus en plus lentes, de même que le passage du soleil à travers le ciel, si bien qu'ils semblèrent s'étendre pendant des siècles. À la fin, un crépuscule continuel enveloppa la terre, un crépuscule que rompait seulement de temps en temps le flamboiement d'une comète dans le ciel ténébreux. La bande de lumière qui avait indiqué le soleil s'était depuis longtemps éteinte, car le soleil ne se couchait plus. Il se levait et s'abaissait seulement quelque peu à l'ouest, et il était devenu plus large et plus rouge. Tout vestige de lune avait disparu. Les révolutions des étoiles, de plus en plus lentes, avaient fait place à des points lumineux qui avançaient presque imperceptiblement. Enfin, un peu avant que je ne fisse halte, le soleil rouge et très large s'arrêta immobile à l'horizon. Vaste dôme brillant d'un éclat terni et subissant parfois une extinction momentanée. Une fois pourtant, il s'était pendant un peu de temps ranimé et avait brillé avec plus d'éclat. Mais pour rapidement reprendre son rouge lugubre, par ce ralentissement de son lever et de son coucher, je me rendis compte que l'œuvre des marées régulières était achevée. La terre maintenant se reposait, une de ses faces continuellement tournée vers le soleil, de même qu'à notre époque la lune présente toujours la même face à la terre. Avec de grandes précautions, car je me rappelais ma précédente chute, je commençai à renverser la marche. De plus en plus lentement tournèrent les aiguilles jusqu'à ce que celle des milliers se fût arrêtée et que celle des jours eût cessé d'être un simple nuage sur mon cadran. Toujours plus lentement, jusqu'à ce que les contours vagues d'une grève désolée fussent devenus visibles. Je m'arrêtai tout doucement et
sur la machine, je promenais mes regards autour de moi. Le ciel n'était plus bleu. Vers le nord-est, il était un noir d'encre, et dans ces ténèbres brillaient vivement et continuellement de pâles étoiles au-dessus de moi. Le ciel était sans astre et d'un ocre rouge profond. Vers le sud-est, il devenait brillant jusqu'à l'écarlate vif, là où l'horizon coupait le disque du soleil rouge et immobile. Les rochers autour de moi étaient d'une âpre couleur rougeâtre, et tout ce que je pus d'abord voir de vestiges de vie fut la végétation d'un vert intense qui recouvrait chaque flanc de rocher du côté du sud-est. C'était ce vert opulent qu'ont quelquefois les mousses des forêts ou les lichens dans les caves et les plantes qui, comme celle-là, croissent dans un perpétuel crépuscule. La machine s'était arrêtée sur une grève en pente. La mer s'étendait vers le sud-ouest et s'élevait nette et brillante à l'horizon, contre le ciel blême. Il n'y avait ni vague, ni écueil, ni brise. Seule une légère et huileuse ondulation s'élevait et s'abaissait pour montrer que la mer éternelle s'agitait encore et vivait. Et sur le rivage où l'eau parfois se brisait était une épaisse incrustation de sel rose sous le ciel livide. Je me sentis la tête oppressée et je remarquai que je respirais très vite. Cette sensation me rappela mon unique expérience d'ascension dans les montagnes et je jugeai par là que l'air devait s'être considérablement raréfié. Très loin, au haut de la plaine désolée, j'entendis un cri discordant et je vis une chose semblable à un immense papillon blanc s'envoler, voltiger dans le ciel et, planant, disparaître enfin derrière quelques monticules peu élevés. Ce cri fut si lugubre que je frissonnai et m'installai plus solidement sur la selle. En portant de nouveau mes regards autour de moi, je vis que, tout près de ce que j'avais pris pour une masse rougeâtre de roches, s'avançait lentement vers moi. Je vis alors que c'était en réalité une sorte de crabe monstrueux. Imaginez-vous un crabe aussi large que cette table là-bas, avec ses nombreux appendices, se mouvant lentement et en chancelant, brandissant ses énormes pinces et ses longues antennes, comme des fouets de charretier. Et ses yeux proéminents vous épiant de chaque côté de son front métallique. Sa carapace était rugueuse et ornée de bosses tumultueuses et des incrustations verdâtres la pustulaient ici et là. Je voyais pendant qu'il avançait les nombreuses palpes de sa bouche compliquées s'agiter et sentir. Tandis que je considérais avec ébahissement cette sinistre apparition rampant vers moi, je sentis sur ma joue un chatouillement, comme si un papillon venait de s'y poser. J'essayai de le chasser avec ma main, mais il revint aussitôt, et presque immédiatement, un autre vint se poser. Un autre vint se poser près de mon oreille. J'y portai vivement la main et attrapai une sorte de filament qui me glissa rapidement entre les doigts. Avec un soulèvement de cœur atroce, je me retournai et me rendis compte que j'avais saisi l'antenne d'un autre crabe monstrueux qui se trouvait juste derrière moi. Ses mauvais yeux se tortillaient sur leur tige proéminente, sa bouche semblait animée d'un grand appétit, et ses vastes pinces maladroites, barbouillées d'une bave gluante, s'abaissaient sur moi. En un instant, ma main fut sur le levier et je mis un mois de distance entre ces monstres et moi. Mais j'étais toujours sur la même grève et je les aperçus. Des douzaines d'autres sanglots
végétation verte et les rochers rougeâtres. Et dans le ciel occidental, je vis une pâle ligne courbe comme une immense lune naissante. Je continuai mon voyage, m'arrêtant de temps à autre par grandes enjambées de milliers d'années ou plus, entraîné par le mystère du destin de la Terre, guettant avec une étrange fascination le soleil toujours plus large et plus morne dans le ciel d'Occident, et la vie de la vieille Terre dans son déclin graduel. Enfin, à plus de 30 millions d'années d'ici, l'immense dôme rouge du soleil avait fini par occuper presque la 10e partie des cieux sombres. Là, je m'arrêtai une fois encore, car la multitude de grands crabes avait disparu, et la grève rougeâtre, à peine à part ses hépatiques et ses lichens d'envers les vides, paraissait dénuée de vie. Elle était maintenant recouverte d'une couche blanche. Un froid piquant m'assaillit. De rares flocons blancs tombaient parfois en tourbillonnant vers le nord-est. Des reflets neigeux s'étendaient sous les étoiles d'un ciel de sable et j'apercevais les crêtes onduleuses de collines d'un blanc rosé. La mer était bordée de franges de glace, avec d'énormes glaçons qui voguaient au loin. Mais la vaste étendue de l'océan, tout rejoignant sous l'éternel couchant, n'était pas encore gelée. Je regardais tout autour de moi pour voir s'il restait quelques traces de vie animale. Une certaine impression indéfinissable me faisait rester sur la selle de la machine. Mais je ne vis rien remuer ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sur la mer. Seule la vase verte sur les rochers témoignait que toute vie n'était pas encore abolie. Un banc de sable se montrait dans la mer et les eaux avaient abandonné le rivage. Je me figurais voir quelques objets volter sur la grève, mais quand je l'observais, il restait immobile. Je crus que mes yeux avaient été abusés et que l'objet noir n'était que quelques fragments de roche. Les étoiles du ciel brillaient intensément et me paraissaient ne scintillaient que fort peu. Tout à coup, je remarquai que le contour occidental du soleil avait changé, qu'une concavité, qu'une baie apparaissait dans sa courbure. Je la vis s'accentuer. Pendant une minute peut-être, je considérais, frappé de stupeur, ces ténèbres qui absorbaient la pâle clarté du jour, et je compris alors qu'une éclipse commençait. La Lune ou la planète Mercure passait devant le disque du Soleil. Naturellement, je crus d'abord que c'était la Lune, mais j'ai bien des raisons de croire que ce que je vis était en réalité quelques planètes s'interposant très près de la Terre. L'obscurité croissait rapidement. Un vent froid commença à souffler de l'est par rafales fraîchissantes, et le vol des flocons s'épaissit. Du lointain de la mer s'approcha une ride légère et un murmure. Hors ces sons inanimés, le monde était plein de silence. Du silence. Il est bien difficile d'exprimer ce calme qui pesait sur lui. Tous les bruits de l'humanité, ce bêlement, ces troupeaux, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, toute l'agitation qui fait l'arrière-plan de nos vies, tout cela n'existait plus. Comme les ténèbres s'épaississaient
sur un siège où, pendant quelques minutes, je fus secoué d'un violent tremblement. Puis je me calmai, heureux de retrouver intact autour de moi mon vieil atelier. J'avais dû sans doute m'endormir là, et tout cela n'avait été qu'un rêve. Et cependant quelque chose avait changé. La machine était partie du coin gauche de la pièce et était maintenant à droite contre le mur où vous l'avez vu. Cela vous donne la distance exacte qui séparait la pelouse du piédestal du sphinx, dans lequel les Morlocks avaient porté la machine. Pendant un temps, j'eus le cerveau engourdi, puis je me levai, et par le passage je vins jusqu'ici, boitant. Mon talon était toujours douloureux, et me sentant désagréablement crasseux. Sur la table près de la porte, je vis la pâle Gazette, qui était bien datée d'aujourd'hui, et pendant que je levais les yeux vers la pendule qui marquait presque 8 heures, j'entendis vos voix et le bruit des couverts. J'hésitai, me sentant si faible et si souffrant. Alors je reniflai une bonne et saine odeur de viande, et j'ouvris la porte. Vous savez le reste. Je fis ma toilette, dîner, et maintenant je vous ai conté mon histoire. Chapitre 16. Après le récit. Je sais, dit-il après une pause, que tout ceci est pour vous absolument incroyable, mais pour moi, la seule chose incroyable est que je sois ici ce soir, dans ce vieux fumoir intime, heureux de voir vos figures amicales et vous racontant toutes ces étranges aventures. Il se tourna vers le docteur. Non, dit-il, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez. Prenez mon récit comme une fiction ou une prophétie. Dites que j'ai fait un rêve dans mon laboratoire, que je me suis livré à des spéculations sur les destinées de notre race, jusqu'à ce que j'ai machiné cette fiction. Prenez mon attestation comme une simple touche d'art destinée à en rehausser l'intérêt. Et tout bien placé à ce point de vue, qu'en pensez-vous? Il prit sa pipe et commença, à sa manière habituelle, à la taper nerveusement sur les barres du garde-feu. Il y eut un moment de silence, puis les chaises se mirent à craquer, et les pieds à racler le tapis. Je détournai mes yeux de la figure de notre ami et examinai ses auditeurs. Ils étaient tous dans l'ombre, et des petites taches de couleur flottaient devant eux. Le docteur semblait absorbé dans la contemplation de notre hôte. Le rédacteur en chef regardait obstinément le bout de son cigare, le 6e. Le journaliste tira sa montre. Les autres, autant que je me rappelle, étaient immobiles. Le rédacteur en chef se leva en soupirant. Quel malheur que vous ne soyez pas écrivain, dit-il en posant la main sur l'épaule de l'explorateur. Vous croyez à mon histoire, mais je savais bien que non. L'explorateur se tourna vers nous. Où sont les allumettes, dit-il. Il en craquait une, et parlant entre chaque bouffée de sa pipe. À dire vrai, j'y crois à peine moi-même. Et cependant, ses yeux s'arrêtèrent avec une interrogation muette sur les fleurs blanches fanées qu'il avait jetées sur la petite table. Puis il regarda le dessus de celle de ses mains qui tenait sa pipe, et je remarquai qu'il examinait quelques cicatrices à moitié guéries aux jointures de ses doigts. Le docteur se leva, vint vers la lampe et examina les fleurs. Le pistil est curieux, dit-il. Le psychologue se pencha aussi pour voir et étendit le bras pour atteindre l'autre spécimen. Diable, mais il est 1h moins le quart, dit le journaliste. Comment vais-je faire pour rentrer chez moi? Il y a des voitures à la station, dit le psychologue. C'est extrêmement curieux, dit le docteur, mais j'ignore certainement à quel genre ces fleurs appartiennent. Puis-je les garder? L'explorateur
solidité des barres, avec des taches brunes et des mouches dures. Sur l'ivoire, des brins d'herbe et de mousse adhérant encore aux parties inférieures et l'une des barres faussée. L'explorateur posa la lampe sur l'établi et passa sa main au long de la barre endommagée. Parfait, l'histoire que je vous ai contée est donc vraie. Je suis fâché de vous avoir amené ici au froid. Il reprit la lampe et dans un silence absolu, nous retournâmes au fumoir. Il nous accompagna dans le vestibule quand nous partîmes. Il aida le rédacteur en chef à remettre son pardessus. Le docteur examinait sa figure et avec une certaine hésitation lui dit qu'il devait souffrir de surmenage, ce qui le fit rire de mon cœur. Je me le rappelle, debout sur le seuil, nous souhaitant bonne nuit. Je pris une voiture avec le rédacteur en chef qui jugea l'histoire une superbe invention. Pour ma propre part, il m'était impossible d'arriver à une conclusion. Le récit était si fantastique et si incroyable, la façon de le dire si convaincante et si grave. Je restai éveillé une partie de la nuit ne cessant d'y penser, et décidai de retourner le lendemain voir notre voyageur. Lorsque j'arrivai, on me dit qu'il était dans son laboratoire, et comme je connaissais les êtres, j'allais le trouver. Le laboratoire cependant était vide. J'examinai un moment la machine, et de la main, je touchai à peine le levier. Aussitôt, cette masse d'aspect solide et trapu s'agita comme un rameau secoué par le vent. Son instabilité me surprit extrêmement, et j'eus le singulier souvenir des jours de mon enfance, quand on me défendait de toucher à rien. Je retournai par le corridor, je rencontrai mon ami dans le fumoir. Il sortait de sa chambre. Sous un bras, il avait un petit appareil photographique, et sous l'autre, un petit sac de voyage. En m'apercevant, il se mit à rire et me tendit son coude en guise de poignée de main. Je suis, dit-il, extrêmement occupé avec cette machine. Ce n'est donc pas une mystification, dis-je. Vous parcourez vraiment les âges. Oui, réellement et véritablement. Il me fixa franchement dans les yeux. Soudain, il hésita. Ses regards errèrent par la pièce. J'ai besoin d'une demi-heure seulement, dit-il. Je sais pourquoi vous êtes venu, et c'est gentil à vous. Voici quelques revues. Si vous voulez rester à déjeuner, je vous rapporterai des preuves de mes explorations, spécimens et tout le reste. Et vous serez plus que convaincu si vous voulez m'excuser de vous laisser seul un moment. Je consentis, comprenant alors à peine toute la portée de ses paroles, et avec un signe de tête amical, il s'en alla par le corridor. J'entendis la porte du laboratoire se refermer, m'installer dans un fauteuil et entrepris la lecture d'un quotidien. Qu'allait-il faire avant l'heure du déjeuner? Puis, tout à coup, un nom dans une annonce me rappela que j'avais promis à Richardson, l'éditeur, un rendez-vous. Je me levai pour aller prévenir mon ami.
venait apparemment d'être renversé. Je fus pris d'une terreur irraisonnée. Je sentais qu'une chose étrange s'était passée, et je ne pouvais pour l'instant distinguer quelle chose étrange. Tandis que je restais là, interdit, la porte du jardin s'ouvrit et le domestique parut. Nous nous regardâmes et les idées me revinrent. « Est-ce que votre maître est sorti par là ?» dis-je. « Non, monsieur, personne n'est sorti par là. Je croyais trouver monsieur ici. » Alors je compris, au risque de désappointer Richardson. J'attendis le retour de mon ami. J'attendis le second récit, peut-être plus étrange encore, et les spécimens et les photographies qu'il rapporterait sûrement. Mais je commence à craindre maintenant qu'il ne me faille attendre toute la vie. L'explorateur du temps disparut il y a 3 ans, et comme tout le monde le sait maintenant, il n'est jamais revenu. Chapitre 17. Épilogue. On ne peut s'empêcher de faire des conjectures. Reviendra-t-il jamais? Il se peut qu'il se soit aventuré dans le passé et soit tombé parmi les sauvages chevelus et buveurs de sang de l'âge de pierre, dans les abîmes de la mer Crétacée, ou parmi les sauriens gigantesques, les immenses reptiles de l'époque jurassique. Il est peut-être maintenant, si je puis employer cette phrase, en train d'errer sur quelques écueils holytiques, peuplés de plésiosaures et au bord désolé des mers salines de l'âge triassique. Ou bien alla-t-il vers l'avenir, vers des âges prochains dans lesquels les hommes sont encore des hommes, mais où les énigmes de notre époque et ses problèmes pénibles sont résolus? Dans la maturité de la race, car pour ma propre part, je ne puis croire que ces récentes périodes de timides expérimentations, de théories fragmentaires et de discordes mutuelles soient le point culminant où doivent atteindre l'homme. Je dis, pour ma propre part. Lui, je le sais, car la question avait été débattue entre nous longtemps avant qu'il inventât sa machine, avait des idées décourageantes sur le progrès de l'humanité, et il ne voyait dans les successives transformations de la civilisation qu'un entassement absurde destiné à la fin à retomber et à détruire ceux qui l'avaient construite. S'il en est ainsi, il nous reste de vivre comme s'il en était autrement. Mais pour moi, l'avenir est encore obscur et vide. Il est d'une vaste ignorance, éclairée et à quelques endroits accidentelle par le souvenir de son récit. Et j'ai conservé pour mon réconfort 2 étranges fleurs blanches, recroquevillées maintenant, brunies, sèches et fragiles, pour témoigner que lorsque l'intelligence et la force eurent disparu, la gratitude et une tendresse mutuelle survécurent encore dans le cœur de l'homme et de la femme. Et voilà, nous avons terminé la lecture du livre La machine à explorer le temps. Après plusieurs mois, j'espère que cette lecture et ce livre vous auront plu. Et voilà, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à t'abonner. Ça m'aide beaucoup. Moi je suis très contente d'avoir terminé ce livre, bien que la fin soit un peu, comment dire, pas très joyeuse et pas très optimiste quant à l'avenir de l'humanité et de la Terre. Mais bon, c'était un livre très très intéressant. Et je n'avais jamais lu